Bonsoir à tous, France 3, la chaîne des élections est la seule à vous proposer des débats pour les départementales, car il n'y a pas que les régionales. Dimanche prochain, une soirée, 2 débats. On s'intéresse aux enjeux dans la Drôme et dans le Rhône. Et on commence cette soirée de débat par le département de la Drôme. Je vous présente mes invités dans un instant, mais d'abord, faisons connaissance avec ce département du sud de la région qui porte le numéro 26, Lucie Berbet. Le département de la Drôme, avec sa préfecture de Valence, compte 511 000 Drômois et Drômoises. Ici, le nucléaire et l'agroalimentaire concentrent la plupart des emplois. Le taux de chômage y était fin 2020 de 8,4%, légèrement supérieur au niveau national. Marie-Pierre Mouton, seule femme à la tête d'un département dans la région, est candidate à sa réélection. En 2015, la droite avait remporté 22 des 38 sièges du conseil départemental. Et 5 candidats sont avec nous ce soir. 5 candidates d'ailleurs, parce qu'il y a plus de candidates que de candidats, ça change un peu. Bonjour à vous, Madame Paulet, Lisette Paulet. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous avez 53 ans, pas de mandat électif, vous êtes la secrétaire départementale du Rassemblement national dans la Drôme, vous travaillez chez Sodexo, vous êtes de Mirabel et Blacon, et vous vous présentez dans le canton de Valence 1. Alors c'est le canton record du département, puisqu'il y a pas moins de 7 binômes. Ça doit même être un record régional, division à tous les étages, à droite, à gauche, vous êtes présents, La République En Marche aussi. Il y a même Debout la France qui présente un binôme de candidats. Bonjour à vous, Annie Lafarge. Bonjour. Bienvenue, vous avez 59 ans, vous êtes candidate de la France Insoumise, pas de mandat vous non plus. Vous êtes de Saint-Marcel, vous avez longtemps travaillé pour une mutuelle et vous êtes en reconversion en ce moment pour devenir naturopathe. Vous vous présentez quant à vous dans le canton de Valence 3, où il y a nettement moins de monde, 3 binômes. Je signale que le binôme Geneviève Girard et Franck Soulignac sont les conseillers départementaux sortants dans ce canton. Avec nous également Marie-Pierre Mouton. Bonjour Madame Mouton. Bonsoir, oui, s'il est tard. Vous êtes la présidente sortante, on l'a dit tout à l'heure, LR, seule femme de la région, on le disait, à diriger un département. Vous avez succédé à Patrick Labaune, votre prédécesseur en cours de mandat en 2017. Vous avez 56 ans, vous êtes originaire de Pierrelatte, vous êtes pharmacienne. Vous vous présentez dans le canton de Tric-Castin, là aussi, pas trop de monde face à vous, puisqu'il y a un binôme du Rassemblement national et un autre de la gauche, divers gauche et Parti communiste. En face de vous, il y a Hélène Le Gardeur. Bonjour à vous, Madame Le Gardeur. Vous êtes Europe Écologie Les Verts. Vous avez été conseillère régionale, quant à vous, jusqu'en 2015. Vous êtes attachée parlementaire de la députée européenne Michèle Rivasi. Vous avez 65 ans. Vous êtes retraitée et vous êtes une ancienne professeure de sciences médico-sociales. Vous vivez à Valence. C'est là que vous vous présentez, dans le canton de Valence 4, où vous les avez à l'écran. Il y a 4 binômes qui se présentent dans ce canton de Valence 4. Enfin, le seul homme de ce débat. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pascal Pertusa, candidat à La République En Marche. Vous êtes, vous, conseiller départemental sortant. Vous venez de Chabeuil, donc vous êtes par ailleurs maire honoraire. Et vous avez été aussi très longtemps le président du SDIS dans la Drôme. Le SDIS, ce sont les pompiers. Vous avez 60 ans. Voilà, les présentations sont faites. Premier tour de table. Messieurs, dames, l'épidémie de Covid régresse. On entrevoit petit à petit la sortie de crise. Comment voyez-vous votre département après la crise? Et je vous demande, s'il vous plaît, des réponses brèves. On commence par vous, Madame Paulet. Eh bien, moi, je le vois mieux protégé. Ce Covid a montré les défaillances de l'État à toutes les strates. Nous avons d'ailleurs subi la double peine, puisque nous avons eu à subir le Covid et un attentat pendant ce confinement. Et je pense que les gens sont en demande de protection. La protection sera un point fort de notre mandat. Madame Le Gardeur, comment voyez-vous ce département une fois que la crise sera passée? Pardon ? Non, pardon, je crois que j'avais tiré le numéro 4. Non, mais il n'y a pas d'ordre là. Ah, pardon, excusez-moi, tant pour moi. Voilà. Tant pour moi. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment je vois le département après le Covid? Alors d'abord, merci à tous les professionnels qui ont travaillé dans l'ombre ou pas dans l'ombre pendant cette crise. En fait, cette crise de Covid, je pense qu'elle a mis en évidence des choses qui existaient déjà. Et les problèmes dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Tout le monde a essayé de rêver, de penser au monde d'après. Et oui, il faut y penser, c'est vraiment le moment de faire des transitions.
Monsieur Perthusa, vous en pensez quoi? Oui, moi, deux points. Le premier concerne l'économie qui est restée à flot, hein, grâce effectivement aux aides qui ont été accordées dans certains secteurs. Ça n'empêche pas une fragilité sur laquelle il faut être particulièrement attentif. Et puis, bien sûr, la partie qui est la plus sensible, ce sont les plus fragiles, qui ont été bien sûr encore plus fragilisés pendant cette période de crise, sur lesquels on devra avoir un regard attentif. Et bien sûr, il faudra renforcer l'aspect solidarité pour ces personnes fragilisées. Annie Lafarge, le département de la Drôme après le Covid, ce sera quoi selon vous? Eh bien, ce sera un département qui aura été touché par une pandémie et qui connaissait avant cette pandémie un taux de chômage important, qui connaissait un taux de 15%, hein, qui affleurait à peu près à 15% de population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, le Covid est arrivé sur un terrain socialement très affaibli. Et donc, nous craignons que cette pandémie ait encore aggravé la situation des gens qui sont en détresse sociale. Et on pense donc que c'est cet élément-là qui doit être central pour l'action à mener par le département. Et puis vous, Madame Mouton, vous étiez aux commandes de ce département, bien sûr, pendant la crise. On commence à entrevoir la sortie. Comment vous l'envisagez? C'est vrai que la vaccination amène une amélioration certaine dans l'espoir de retrouver une vie normale, mais en tout cas derrière, il y a aussi une reprise économique, un enjeu vraiment important pour l'emploi. Je crois qu'il y a quelque chose de très important aussi, c'est la méthode. La méthode, c'est la proximité, la méthode, c'est le partage, l'écoute, s'appuyer sur nos partenaires, faire en sorte d'avoir des actions ciblées qui répondent aux enjeux du social, aux enjeux de l'économie. Moi, je veux juste prendre un exemple. Un exemple, la saison touristique, les réservations de saison touristique en 2021 seront en augmentation de plus 109%. La progression la plus importante de la Drôme, eh bien ça, c'est juste la synergie et la préparation et l'anticipation que l'on a eue dès l'année 2020. Et un petit peu d'envie des Français aussi d'aller visiter, dans ce beau département. d'aller visiter votre beau département. Le département de la Drôme a basculé de gauche à droite. En 2015, la majorité est désormais donc de droite, mais pas avec une avance incroyable. On va essayer de comprendre les enjeux politiques de ce département. Avec vous, Nathalie Dequezer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans les locaux de France Bleu Drôme-Ardèche à Valence. Vous suivez la vie politique drômoise depuis longtemps maintenant. Il y a eu une bascule donc lors des dernières départementales. Que peut espérer la gauche alors que, bon, elle a certes essayé de faire l'union, mais elle reste quand même assez divisée? Alors, il faut déjà reprendre peut-être les forces en présence. Il y a eu une chose, c'est septembre 2019, l'opposition de gauche qui se sépare en deux. Une partie des élus, 7 élus, partent à La République En Marche. Donc ça peut sembler sur le papier très compliqué pour se remettre de ça pour la gauche. Mais en réalité, la gauche dans la Drôme a une force rare. Elle a réussi à faire l'union quasi parfaite. Seule la France insoumise par rapport. L'union quasi parfaite des socialistes à Europe Écologie Les Verts, 9 partis de gauche, Génération S, etc. Donc ça, c'est plutôt une force. La gauche n'est pas divisée dans la Drôme. La gauche espère gagner 4 cantons. Est-ce que sur le papier ça suffira? Pas forcément. La droite de son côté espère aussi en gagner 3 à 5. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une configuration il y a quelques années dans le département, début des années 2000, 2001, 2002. L'égalité parfaite, 18 partout. Donc voilà, c'était à l'époque l'élu le plus âgé qui gouvernait, il était à droite. Est-ce que ça sera possible cette fois-ci? Sans doute pas, parce qu'il y a 2 arbitres. Le Rassemblement national, qui n'a jamais eu d'élu pour l'instant au département et qui pourrait bien faire son entrée cette année. Et puis la République En Marche, qui, elle, espère bien emporter de nouveaux cantons. Et malgré tout, la République En Marche est quand même assez peu présente, elle est seulement dans 5 cantons. Absolument. Alors dans 8 en réalité, parce qu'il y a 5 cantons officiellement investis et 3 cantons soutenus par la République En Marche. C'est étonnant, la République En Marche qui est assez discrète alors qu'on est dans un département où en 2017, les électeurs ont voté plutôt massivement pour le parti présidentiel, puisque sur les 4 députés, 3 sont de la République En Marche. Donc pourquoi 8 cantons seulement sur 19? Eh bien parce que la République En Marche l'assume. Elle a voulu, sur les 2 cantons qui pourraient être emportés par le Rassemblement national, protéger les choses et ne pas risquer un éparpillement des voix, donc pour ne peut-être
entre guillemets, le Front National, le Rassemblement National au département. Et puis pour les autres, eh bien, c'est ne pas mettre sur tous les cantons des candidats pour protéger ces candidats. C'est un parti jeune, récent, et donc peut-être ne pas envoyer se brûler les ailes des gens sur une campagne compliquée qui n'intéresse pas forcément les électeurs, et garder ces candidats, j'ai envie de dire, avec leur fraîcheur et leur énergie pour d'autres échéances plus tard. Rapidement, Nathalie, qu'est-ce qui, selon vous, a marqué le mandat qui s'achève de Marie-Pierre Mouton ? Les deux grands dossiers dont elle s'est emparée, vous l'avez rappelé, mais il ne faut pas oublier, elle n'est présidente que depuis 4 ans. Les deux grands dossiers dont elle s'est emparée, l'EPR, ce nouveau réacteur qu'elle souhaite voir s'installer dans la Drôme, et puis le pôle écotoxicologique, qui était une espèce de coquille vide, un laboratoire qui avait été voulu par le président socialiste dans les années 2010-2015, qui a été inauguré en 2017. 35 millions d'euros, ça a coûté au département. Ça devait apporter 300 chercheurs du monde entier, des emplois chez nous. En réalité, il n'y a jamais eu plus de 10 personnes qui ont travaillé là. Marie-Pierre Mouton a réussi un joli coup. Elle a trouvé un repreneur pour ce site, et c'est pas très loin de chez vous. C'est à Lyon, c'est l'Institut Mérieux qui a annoncé en mars qu'il rachetait pour 19 millions d'euros. Donc ça va faire baisser la facture, c'est pas si mal. Merci beaucoup. Merci Nathalie Dequezer de France Bleu Drôme-Ardèche. Je signale qu'organise également un débat départemental. Ce sera demain à 18h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va réagir à ce que vient de nous dire Nathalie. Et à vous, la première question. Madame la candidate de la France insoumise, l'union de la gauche se fait, mais sans les insoumis. Vous êtes sur 9 cantons. Est-ce que finalement, le fait de partir seul risque pas de faire perdre la gauche? On voit que c'est assez serré l'écart finalement. Oui. Je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'on part seul en fait, parce qu'on ne part pas seul. On présente dans 9 cantons une liste qui s'appelle Ensemble à gauche pour la Drôme. Et donc ces listes sont soutenues par la France Insoumise. Donc nous avons des candidats insoumis, nous avons des candidats de Génération Climat, nous avons des candidats du Parti communiste français sur les 4 cantons valentinois. Donc il ne s'agit absolument pas d'une liste où seule la France Insoumise est présente. Non, mais c'est néanmoins une division à gauche, on est d'accord. C'est une division à gauche, oui, puisqu'il y a une autre liste qui se présente sur tout le canton et qui se présente comme étiquetée à gauche, mais il n'en reste pas moins que nous ne sommes pas seuls. Ça n'est pas la France Insoumise toute seule qui présente ses candidats. Donc la situation est telle qu'effectivement il y a une différence entre nous. Cette différence, c'est sur la notion d'engagement à gauche. Parce que comme je le disais tout à l'heure, nous avons un département, une situation sanitaire qui frappe un département qui était en grande faiblesse sociale et sanitaire. Je rappelle, on n'en a pas parlé quand même, que le taux de densité des médecins est inférieur à la moyenne nationale. On va essayer d'y venir tout à l'heure. Madame Lafarge, on va essayer de faire parler un peu tout le monde. Oui, donc juste pour dire que notre liste, l'engagement de notre liste, c'est un engagement qui se veut combatif et à gauche. Voilà. Et vous ne l'êtes pas à gauche, Madame Le Gardeur ? Ah si, nous sommes à gauche, tout à fait à gauche. Nous avons fait un rassemblement qui s'appelle donc la Drôme en commun. Donc je suis la représentante de ce rassemblement. Enfin, c'est pas pour ça que j'aurai 9 fois le temps de parole. Nous sommes 9 partis politiques, donc le PS, le PCF, ELV, Génération Écologie, Nouvelle Donne, Génération S, Place Publique, la gauche républicaine et socialiste et les radicaux de gauche. Génération Écologie. Donc nous avons fait ce rassemblement en se disant que vraiment il fallait qu'on prenne nos responsabilités. On a fait ça au mois d'octobre en se disant que face aux enjeux climatiques, à l'urgence climatique, face à la montée de l'extrême droite, on s'est dit que vraiment il fallait qu'on se mette tous ensemble. C'est bien la gauche et les écologistes, ce qui est assez historique dans le département. Alors il y a de la confusion aussi à droite et à La République En Marche. Je vais prendre un seul exemple, c'est le canton de Montélimar 1, où un sortant qui est La République En Marche, qui s'appelle Karim Oumedour, est associé à LR, mais pas investi par La République En Marche. On ne comprend plus très bien. Finalement, on n'est pas très loin de ce qui a pu se passer en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où certains Républiques En Marche sont avec LR, d'autres sont contre LR. Enfin, on ne sent pas une unité. Et puis, Nathalie le rappelait tout à l'heure, et en plus, certains candidats sont investis, d'autres pas vraiment. Moi, je vais essayer de clarifier ça rapidement. Concernant le candidat sur Montélimar, effectivement, il est resté dans l'exécutif de Marie-Pierre Mouton au conseil départemental. Donc, c'est un choix assumé par Marie-Pierre Mouton et par Karim Oumedour, sur lequel, qui s'est retrouvé dans notre démarche pragmatique concernant le vote que nous pouvions prononcer sur des délibérations
qui nous paraissaient bonnes et des refus de vote lorsqu'elles nous paraissaient non adéquates. Donc il s'est retrouvé dans cette démarche-là, mais il a souhaité aller jusqu'au bout de son mandat auprès de Marie-Pierre Mouton avec les Républicains. Donc ça, c'est un choix, ce qui fait que nous avons, puisqu'il a opté pour le fait de rester dans l'exécutif s'il est réélu la prochaine fois, puisqu'il est dans l'exécutif, ou en tout cas dans cette majorité, si elle est réélue, il a fait ce choix. Donc on a décidé effectivement de présenter des candidats LREM, ce qui paraissait tout à fait naturel. Monsieur Pertusa, pourquoi vous n'êtes pas présent partout? On ne comprend pas bien la démarche. Tout simplement parce que, oui, Madame Kayser l'a fort bien dit, on n'a pas souhaité sur des cantons qui paraissaient compliqués en termes de résultats électoraux ou sur lesquels on avait peu de doutes quant aux résultats, on n'a pas voulu que nos jeunes, qui sont fort dynamiques, mais fort jeunes aussi en politique, aillent se brûler les ailes effectivement sur une première élection qui est un petit peu complexe, de façon à les préserver pour des élections à venir. Tout simplement. Et de façon pragmatique, on s'est dit que 9 candidats sur des secteurs stratégiques nous paraissaient tout à fait opportuns. Marie-Pierre Mouton, je ne sais pas si vous avez bien clarifié en fait, Monsieur Pertusa, mais je vais poser la question du coup à Marie-Pierre Mouton. La République En Marche, en tout cas, vous avez des gens de la République En Marche dans votre exécutif, donc ce sont vos adversaires ou ce sont vos alliés? Alors, moi, clairement sur les investitures départementales pour cette élection, nous les avons faites sur la base de 3 critères. D'abord, la force de l'ancrage de nos candidats sur leur territoire. Ensuite, l'adhésion à un projet. Et ensuite, la cohérence avec les exécutifs locaux, la majorité des exécutifs locaux ambiants autour de ce territoire. Vous avez cité Karim Omidour, puisque c'est le seul cas, et complètement dans les 3 critères. Donc Karim Omidour a été investi par la majorité départementale. Et vous pourriez travailler avec la République En Marche dans un exécutif? Alors, juste, on reprend ce cas-là spécialement. Karim Omidour travaille dans un exécutif de droite à l'agglomération de Montélimar, sur la ville de Montélimar aussi. Et jusqu'à présent, en tout cas dans tout le mandat qui s'est déroulé, il nous a manqué aucune voix sur l'ensemble de nos budgets et sur l'ensemble des dossiers que nous avons eu à voter. On va vous entendre aussi, Lisette Paulet, parce que le Rassemblement national est bien implanté dans la Drôme. En 2015, lors des précédentes élections départementales, c'est 25% des voix, mais vous n'avez pas eu d'élus. Non. Et on est même dans toute la région, à chaque fois qu'on fait un débat départemental, la question revient en leitmotiv. Le Rassemblement national est souvent présent au 2e tour, mais ne gagne jamais. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois, ça va changer? Parce que les gens ont changé, les gens s'aperçoivent. D'ailleurs, il suffit de voir les affaires de copinage. Oui, les LR, mais bon, ils votent pour nous. Enfin, c'est pas clair. Hein. Moi, nous sommes les seuls à afficher les couleurs sur nos professions de foi. Hein. On n'a pas honte de notre étiquette politique. Alors c'est vrai, c'est le fait de faire barrage fait que nous ne sommes pas à chaque fois présents au 2e tour. Oui, des fois, il n'y a pas de barrage non plus au 2e tour. Si, mais si, systématiquement, il y a un barrage. Il suffit d'entendre les gens débattre. Automatiquement, on ne présente pas de candidat ou alors on se retire parce que justement, il y a le Rassemblement national, on veut que les voix n'aillent pas au Rassemblement national. Donc automatiquement, il y a un barrage. Les gens ont peur de nous, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons. Parce que si on prend le département, les gens s'apercevront que le travail sera fait réellement. Il n'y a pas photo, les gens ont peur. Enfin, mais je voudrais vous poser la question aux les 2 candidates de gauche. Est-ce que vous envisagez ça? Il y a eu le cas en 2015, c'est pour ça que je vous pose la question, ce qu'on appelle, entre guillemets, vous n'allez pas aimer le terme, Madame Paulet, mais le désistement républicain, pour justement, si vous empêchez des candidatures du Front National ou des victoires du Front National dans certains cantons. Sur cette question-là, nous, on a été responsables pour 2. Parce que, par exemple, on devait présenter du monde à Grignan, puisqu'il y a un fort risque Rassemblement national. On ne courra jamais pour que le Rassemblement national ait des élus. On n'a présenté personne pour ne pas justement prendre ce risque-là. Donc, on a déjà été très responsables dans le choix de nos cantons, puisque nous ne présentons pas non plus du monde partout. Et vous, Madame Le Gardeur? Une chose est sûre... Excusez-moi, juste pour préciser, pour ce qui est du 2e tour, on attendra le soir du 1er tour. Pour l'instant, on n'a pas... Bien sûr. Je rappelle aussi que le passage pour le 2e tour est extrêmement compliqué au départemental. Oui. Il faut 12,5% des inscrits, compte tenu de l'abstention, c'est souvent 25% des voix pour passer au 2e tour et arriver en triangulaire éventuellement. Oui. Madame Le Gardeur, pardon.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes de gauche toutes les deux, et que notre adversaire commun, la droite et l'extrême droite. Nous n'allons pas maintenant anticiper sur le deuxième tour. Je pense qu'avec le rappel que vous venez de faire sur les 12,5% et le taux d'abstention, je pense qu'on va avoir beaucoup de duels. Après, il faut s'y attendre, mais je ne sais pas ce qui se jouera dans chaque canton. Une chose est sûre, c'est que nous sommes un collectif de 9 partis et que depuis le début, que ce soit le programme, la charte de gouvernance ou les décisions, sont prêts à 9. L'économie de la Drôme se distingue par son tourisme, par son industrie, surtout nucléaire. La plus grande centrale française est sur son territoire, c'est celle du Tricastin. Et puis aussi par son agriculture. Dans l'est très rural du département, 12% des emplois sont agricoles. La Drôme est un des premiers départements bio de France. Il y a de la viticulture, des grandes cultures dans la vallée du Rhône. C'est surtout un département arboricole. Les vergers sont particulièrement sensibles au climat. Ceux de la Drôme ont connu 2 catastrophes quasiment coup sur coup. La grêle en 2019 et puis le gel, tout le monde s'en souvient, dans la Drôme début avril. Les pertes sont énormes. Reportage de Hugo Chaplon et Stéphanie Yvon. 2 petits ici qu'il me reste. Il y en a un au milieu, 2 en l'air. La production d'abricots d'Élodie Merlin s'annonce famélique. Le gel d'avril dernier a ravagé jusqu'à 80% de son verger. Installée depuis 15 ans, aujourd'hui l'arboricultrice ne compte plus les aléas climatiques subis ces dernières années. L'année dernière, j'ai quasi tout perdu au gelé. Donc j'ai gelé à 96%. L'année d'avant, il y a eu la grêle. Donc on a commencé en juin avec la grêle. Après, on a continué avec une grosse sécheresse au mois d'août. Et on a terminé par la neige en novembre. Donc catastrophe aussi cette année-là. L'année d'avant, comme je n'étais pas non plus équipée pour le gel, j'ai aussi perdu 85% de production à cause du gel. Face à la multiplication et à la récurrence des événements climatiques, bon nombre d'agriculteurs ont été contraints de s'équiper en matériel de protection. Bougies pour réchauffer l'atmosphère des vergers, filets anti-grêle pour des coûts pouvant atteindre 10 000 € l'hectare. Des investissements lourds et souvent à la charge unique des exploitants qui demandent un appui pour aider un secteur économique majeur. La part de l'agriculture au niveau de la région, au niveau des départements, pèse. C'est un outil économique comme l'industrie ou autre secteur d'activité. Mais avec tous ces aléas, effectivement, ça compromet les équilibres des exploitations. Et c'est pour cela qu'on a besoin de mesures fortes, tant au niveau financier, bien sûr, qu'au niveau protection et puis, bien sûr, recherche et développement. La région Aura et le département de la Drôme ont débloqué respectivement 15 et 1,5 millions d'euros en urgence pour l'épisode de gel de cette année, pour un préjudice en arboriculture estimé à 83 millions. Pour les représentants du secteur, il faut revoir l'ensemble des dispositifs d'indemnisation. Les collectivités aujourd'hui participent, que ce soit la région, que ce soit les comités de communes, que ce soit le département, avec leurs moyens, nous ont mis des enveloppes d'urgence. Ça, c'est pour répondre à la situation du gel du 8 avril. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'on veut pour l'avenir, c'est qu'ils puissent participer avec leurs moyens dans un grand système réformé autour des calamités et de l'assurance. Donc c'est vraiment une politique d'ensemble où les collectivités doivent non pas arriver les uns derrière les autres. Ce qu'on a besoin aujourd'hui avec le réchauffement climatique, c'est que tout ça se rassemble dans un seul mouvement plutôt que chacun fasse une manœuvre particulière. Le remplacement des vergers actuels par d'autres variétés plus résistantes aux aléas climatiques fait aussi partie des pistes pour pérenniser l'arboriculture. Une mutation qui prendra du temps. Il faut en moyenne 5 ans pour qu'un arbre rentre en pleine production. Marie-Pierre Mouton, c'est vrai que quand il y a un épisode de gel aussi violent que celui qui s'est produit le 5 avril, le département, la région, l'État ne laisse pas tomber évidemment les arboriculteurs. Il y a des aides, c'est ce que rappelait ce monsieur dans le reportage d'Hugo Chaplon. Néanmoins, il dit une chose intéressante, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible de créer un fonds et que finalement chacun ne soit pas de son côté, quitte à nuire à l'efficacité de fonds d'urgence pour les arboriculteurs qui sont maintenant très souvent soumis à des catastrophes naturelles. D'abord, ça relève de l'État. Moi, je voudrais juste dire que vous avez beaucoup parlé d'arboriculture. L'agriculture a souffert dans son ensemble ces dernières années de manière très forte. Il y a eu l'arboriculture, mais aussi la viticulture. Il y a aussi les semences. La grêle, évidemment, ça la détruit grêle, aussi le bien le gel, raisin la que les abricots, sécheresse. c'est sûr. Évidemment, tout a été touché.
Et le département a toujours affiché sa solidarité. C'est un premier moyen d'agir, mais non seulement une solidarité d'urgence, puisque nous avons débloqué là récemment 1 555 000 € pour abonder les fonds de la région. Nous avons perdu avec la loi NOTRe la possibilité d'intervenir directement sur les exploitations. La loi NOTRe, c'est la loi de décentralisation. Voilà, et on ne peut plus faire de l'aide directe aux agriculteurs. Pour autant, on se rattache à la région qui est très dynamique dans le secteur, et puis et on peut aider les agriculteurs, mais pas que. On essaie aussi de travailler avec la Chambre d'agriculture pour être auprès des agriculteurs, des exploitations en termes d'ingénierie, pour appréhender de nouvelles pratiques, appréhender de nouvelles cultures, pour se protéger et ne plus subir. On finance aussi, par exemple, des filets anti-grêle. On a plusieurs systèmes pour anticiper ce dérèglement climatique, voilà, que l'on vit tous. Est-ce que, puisqu'on parle de dérèglement climatique, je me tourne vers Madame Le Gardeur, Union de la gauche, mais vous êtes, vous, Europe Écologie Les Verts, est-ce que ces phénomènes climatiques qui sont liés au dérèglement vont s'accentuer, et est-ce que la prise en compte qu'a fait le département vous semble suffisante ? Alors en tout cas, il est certain qu'il faut aider les agricultrices et les agriculteurs qui ont été touchés. Mais comme l'agriculteur que vous nous avez présenté, il a bien parlé du réchauffement climatique. Alors je pense qu'il y a effectivement deux choses. Il faut que toute la société dans son ensemble et les décideurs comme le département fassent de la transition écologique pour lutter contre le réchauffement climatique. Et vis-à-vis de l'agriculture, il faut absolument aider à l'adaptation. Alors les agriculteurs ici sont très vulnérables, et ils sont vulnérables aussi parce qu'ils n'ont qu'une culture en général et pas plusieurs petites cultures qui permettraient de pouvoir équilibrer. Donc quand une culture est touchée, comme on a vu là, c'est 90% des revenus. Donc il faut d'une part qu'ils s'adaptent au changement climatique et d'autre part probablement diversifier, et ça va demander beaucoup d'adaptation et beaucoup plus vite. Vous avez vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui, et je pense beaucoup plus vite que ce qu'on croit, et aussi s'adapter au manque d'eau, et c'est vrai que ça c'est vraiment un enjeu de protéger notre ressource en eau. Ça, c'est le constat. Comment le département pourrait agir, M. Pertusa? Vous ne serez pas président puisque vous n'êtes pas dans suffisamment de cantons, mais comment vous souhaiteriez, vous, agir? Je crois qu'aujourd'hui, la Drôme vit, comme beaucoup de départements, des phénomènes climatiques récurrents. Le phénomène qu'on a vécu, comme la grêle, sont des phénomènes, on va dire, ponctuels. Il y a un phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est la problématique de la sécheresse, qui, elle, s'accentue d'année en année. Très importante l'année dernière, en 2020. Voilà, très importante, qui peut l'être encore cette année au regard des températures que nous subissons en ce moment. Et on se rend compte qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire en sorte que nos agriculteurs diversifient les productions pour justement limiter les risques et trouver des productions qui soient les moins consommatrices d'eau possible. À cet égard, on pense qu'il serait bien qu'il y ait des retenues collinaires de petite dimension. Parce que là, il y a un vrai débat sur la façon dont on retient l'eau et sur quelle surface et comment on pratique ce genre de retenues, mais je pense que des retenues collinaires de dimension raisonnable seraient intéressantes pour les agriculteurs parce qu'il faudra malgré tout irriguer les cultures. Donc là, il y a un vrai travail à faire en amont parce que se positionner toujours en réaction, oui, il y a de la grêle, heureusement le département est là, la région a mis de l'argent aussi, on a voté bien évidemment ce qui a été accordé par le département en aide ponctuelle au regard de ces problématiques qu'ont subi les arboriculteurs au mois d'avril, et ça me paraît bien naturel. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à réaliser avec les partenaires. Ça, c'est au département de le faire, par exemple ? Oui, parce que je pense que le département a un vrai rôle local, un rôle de proximité que n'ont pas forcément les régions ou l'État. Et on a vraiment un rôle de proximité à jouer. On connaît très bien nos territoires. Et là, on peut avoir des leviers importants avec la Chambre d'agriculture, entre autres, pour travailler, ou les confédérations, les mouvements paysans, les syndicats, pour essayer en commun de faire avancer les choses. Madame Paulet, on disait la Drôme est un grand département du bio. Est-ce que c'est une culture à encourager, selon vous ? Oui, c'est important, mais pas seulement, parce que nos agriculteurs savent travailler la terre. Il y a compliqué. Donc c'est à soutenir, à favoriser dans les collèges et ainsi de suite, c'est important. Dans les collèges, c'est-à-dire une éducation à oui. Non, pas spécialement, mais la qualité des produits que nous consommons est importante actuellement. C'est vrai que le bio, dans la part des repas qui sont servis dans les collèges, est infinitésimal. Enfin, c'est très peu, quoi. Donc c'est vrai, ça serait bien de favoriser
parce qu'on a cette capacité sur le territoire à mettre plus de bio dans nos repas. Je vais vous donner la parole dans un instant, Madame Lafare, mais je voudrais juste une réponse là-dessus, Madame Mouton, sur le bio et le local dans la part des cantines scolaires dans les collèges, qui est de la responsabilité des départements. Le département a une forte tradition sur le bio. Il est pionnier en bio. Il a, en termes de superficie, les plus grandes superficies en France. On a 28% de surface certifiée bio, quand la moyenne des départements est à 8,6. Donc on a une vraie tradition bio, un vrai savoir-faire. D'ailleurs, le salon Tech & Bio, qui vient tous les 2 ans, est un moment de rencontre et d'échange technique autour du bio. Et on en a fait aussi la plateforme agri-locale dans ce département qui permet d'alimenter nos collèges, non seulement en bio, mais il n'y a pas que le bio, il y a le circuit court. Et ce qui me semble important aussi, c'est le circuit court. Minimum 30% de bio dans nos collèges, certains ont déjà atteint 60% et 80-70% de circuits courts pour alimenter de la meilleure des façons nos collégiens avec un projet alimentaire de territoire, puisque l'on veut agrandir et étendre cette restauration collective avec des circuits courts aux hôpitaux et à différentes restaurations collectives. Bon, c'est pas un sujet très clivant, on va être clair, tout le monde est à peu près d'accord pour faire du bio et du local, Madame Lafarge. Ah ben voilà, on est d'accord. On est d'accord pour faire du bio et du local. Maintenant, il faut remonter quand même à la source. On considère tous ici qu'il faut dynamiser, stimuler l'agriculture bio, mais encore faut-il qu'il y ait les terres. Et nous souhaitons que le département mène une politique, je dirais, très volontaire en matière de préservation des terres arables. Et voilà un sujet, par exemple, qui a été un sujet fondamental dans les discussions avec ELV et les autres partis de gauche de la Drôme, c'est que nous considérons que l'imperméabilisation des terres est évidemment contraire à toutes les injonctions qui sont exprimées ici ce soir. Si on pense à l'échangeur, par exemple, de Saint-Vallier, qui va générer une perte, je ne sais pas, de 200 et quelques hectares avec l'axe 7, eh bien, on se retrouve avec une Drôme qui est petit à petit grignotée, dont les terres arables sont grignotées. Et là, du coup, on coupe l'herbe sous le pied à la possibilité de l'agriculture paysanne. On fait que les prix de la terre, le prix du foncier augmente, et donc il est beaucoup plus difficile pour les jeunes agriculteurs de s'installer. Bref, on ne met pas en place très en amont les conditions pour que la Drôme se développe en tant que département bio. Alors c'est vrai qu'il y a la Bio-Vallée, c'est vrai que la Bio-Vallée c'est un modèle, mais on souhaite que ce modèle ne reste pas comme un laboratoire, mais qu'il soit développé dans tout le département. Et pour ça, il faut protéger. Il faut protéger. Alors nous, voilà, je veux y venir. Nous, on propose un moratoire sur les décisions qui ont été prises, et notamment l'échangeur. Bon, c'est pour illustrer, sous le mandat de Madame Mouton, sur ces décisions-là, parce que tout le monde a rappelé ce soir qu'il y a une urgence, une méga urgence climatique. Il y a un dérèglement climatique très important. Les agriculteurs le disent. Il faut prendre des mesures de protection, effectivement, mais il faut aussi travailler en amont. Et on souhaite aussi que soient mises en œuvre des expériences avec les agriculteurs, avec les syndicats minoritaires aussi. Madame Le Quart d'heure... On leur laisse le temps à ces gens-là de travailler sur des expériences qui permettraient peut-être de résoudre, ou en tout cas de nous amener des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Vous souscrivez à ce qui vient d'être dit ? Alors, j'insiste sur l'histoire du bio. Alors, le bio, oui, vous dites le local, surtout le bio, parce que l'agriculture bio, c'est pas de pesticides dans les rivières où nous aimons tous nous baigner dans les rivières de la Drôme, c'est moins d'appauvrissement des sols, c'est protéger la santé des agricultrices et des agriculteurs. On voit la reconnaissance de la maladie de Parkinson et du glyphosate, et c'est surtout la santé, notre santé, la santé de nos enfants. Et chacun sait ici que quand nous mangeons une nourriture sans pesticides et locale, donc du coup il y a plus de vitamines puisqu'elle est plus proche entre le champ et l'assiette, c'est aussi une manière d'avoir une immunité naturelle forte face aux maladies qui arrivent. Et bien entendu, je souscris au fait qu'il faut aider à la conversion en bio, et je souscris au fait qu'il faut que le département soit vraiment moteur sur l'installation des jeunes agriculteurs.
On en vient maintenant à la question sociale, car le social, c'est la compétence majeure des départements. Sur les 700 millions de budget du département de la Drôme, plus de 360 millions est consacré à l'aide sociale. Ça va du RSA, à la protection de l'enfance, à l'aide à l'autonomie des personnes âgées. La Drôme est le département d'Auvergne-Rhône-Alpes où le taux de pauvreté est le plus élevé selon l'INSEE. Buis-les-Baronnies, Die, Nyons et Dieulefit sont les secteurs les plus touchés. Ils font partie des 10% de bassins de vie français où le taux de pauvreté est le plus important. Lisette Paulet, quand vous entendez ces chiffres, on se dit déjà qu'il y a une Drôme un peu à deux vitesses. Il y a une Drôme de l'Est très rurale, très isolée, souvent, ce qui est dû à la géographie bien sûr, une Drôme beaucoup plus industrielle dans la vallée du Rhône. Est-ce que vous avez l'impression d'une vraie fracture sociale, pour reprendre des mots qu'on a déjà entendus dans des campagnes électorales, dans ce département spécifiquement ? Oui, on voit spécifiquement qu'il y a un fossé qui se creuse entre certaines parties du département et d'autres. Après, moi, ce que je regrette, c'est que on n'accompagne pas plus les gens et on les tire pas plus vers le haut. On a l'impression qu'on maintient, enfin, c'est ce qui est remonté, qu'on maintient les gens sous perfusion. Et c'est dommage parce que... Vous voulez dire qu'il y a trop d'aide sociale ? Non, il n'y a pas trop d'aide sociale parce que les gens, il faut quand même les aider. À un moment donné, quand vous avez un accident de la vie ou quand vous perdez votre emploi, on doit être en capacité d'aider. Mais il faut aussi trouver des solutions, de véritables solutions à apporter. Il ne faut pas que les gens on les laisse sur le bord de la route, quoi. Et moi, je pense qu'il y a déjà trop... je ne vais pas dire trop d'associations, mais en fait, les gens ne savent pas où aller. Quand ils ont besoin d'un renseignement, les gens ne savent pas où aller. Je veux quelque chose, il y a tellement de millefeuilles de structures que les gens savent pas où aller. Votre idée, ce serait quoi, une sorte de guichet unique ? Oui, il faudrait un guichet unique parce que les gens sont perdus. Les gens, les gens sont perdus. Et ils ont besoin d'avoir une réponse et il faut être en capacité de les aider parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un au bord de la route. Le RSA est une compétence obligatoire des départements. L'argent est donné directement par l'État, mais il peut y avoir des idées sur le RSA et ça, c'est un sujet qui peut vous diviser les uns les autres. J'aimerais votre opinion là-dessus sur des choses qui se font ailleurs. La métropole de Lyon, par exemple, veut lancer un RSA jeune, puisqu'on peut ne bénéficier du RSA qu'à partir de 25 ans. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait un RSA jeune dans votre département, Madame Mouton ? D'abord parlons du RSA tout court, puisque pour parler RSA, avant, il faut parler emploi peut-être, et dynamique d'emploi. Parce que je pense que la vraie chance dans la vie, pour fonder sa vie, pour fonder une famille, c'est d'avoir un emploi. Le département de la Drôme est le 6e département le plus dynamique en termes de création d'emplois. Ça, c'est la base. Ensuite, en termes de bénéficiaires du RSA, nous avons à peu près le même nombre. Mais un taux de pauvreté important, on l'a dit. Un taux de pauvreté important, ok. Mais un nombre de bénéficiaires du RSA qui est sensiblement le même que celui de 2015 quand nous sommes arrivés, alors qu'il est passé la crise Covid et la crise sanitaire et économique qui est présente. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour ça ? La première chose que l'on a faite, c'est qu'on a transporté le volet RSA du budget social vers le budget économie, pour pouvoir faire de l'insertion par l'activité économique. Ça nous a amené à travailler avec les acteurs de l'insertion, avec les entreprises, parce que ce que je constate, c'est qu'il y a des demandeurs d'emploi et il y a des offres sans réponse. Et notre rôle, nous, c'est de mailler tout ça. On a donc créé, par cette dynamique de discussion, un service public d'insertion et de l'emploi qui permet un parcours personnalisé de la personne qui rentre dans cette précarité et qui perd son emploi avec l'objectif de le sortir dans les 18 mois parce que s'il n'est pas sorti dans les 18 mois, il s'enfonce dans ce... Et très vite, en une seconde, je reviens à mes questions. Et si malgré tout, un jeune ne trouve toujours pas d'emploi, est-ce que vous seriez favorable à un RSA jeune dans la Drôme ? Alors moi, je me dis, mais quel espoir on donne à un jeune en lui disant, tu vas commencer ta vie d'adulte avec un RSA jeune. Encore une fois, je suis allée écouter les jeunes, j'en rencontre tous les jours, des chefs d'entreprise, des artisans, qui me disent, mais nous, on a du boulot pour les jeunes. Et les jeunes me disent, mais nous, on veut du boulot. Nos freins, le plus souvent, ce sont des questions de mobilité. Bien, à mettre de l'argent sur le RSA jeune, faisons en sorte que cet argent cherche à pouvoir acquérir une voiture, pouvoir accéder à la mobilité pour aller vers ce travail. J'ajouterai aussi que le département s'engage sur des contrats d'alternance et des contrats d'apprentissage pour mettre le pied à l'étrier aussi 100 par an. Monsieur Pertuzat, est-ce que vous êtes globalement assez d'accord avec ce que vient de dire Mme Mouton ? Oui, alors sur le RSA, nous on considère que ça ne peut pas être un jeu d'écriture comptable. Effectivement, l'argent reçu, l'argent donné,
Il faut qu'à un moment, il y ait une vision politique forte pour le retour à l'emploi. Retour à l'emploi qui peut s'exercer de plusieurs façons, par l'insertion, bien évidemment, puisque c'est le début du parcours, par les parcours emploi-compétences, qui sont aussi des options qui sont offertes aux bénéficiaires du RSA pour se réinsérer dans l'emploi. Je crois que c'est très important qu'ils puissent intégrer ces parcours spécifiques qui leur sont offerts s'ils le souhaitent. Il faut leur simplifier aux bénéficiaires du RSA ce parcours compliqué du retour à l'emploi avec le guichet unique, parce que je pense que c'est vraiment une façon de simplifier les démarches qui sont aujourd'hui plus ou moins complexes pour quelqu'un qui effectivement est en recherche d'emploi et souhaite sortir du système de bénéficiaires de RSA. Pour ça, moi je pense qu'il faut qu'on soit actif dès le premier versement du RSA. Il ne faut pas attendre, parce qu'effectivement, plus on attend et plus on sombre dans un système qui n'est pas celui que personne ne recherche finalement au regard de la difficulté que cela peut représenter socialement, économiquement. Et donc là, on a un véritable effort à faire sur le parcours et l'accompagnement vers l'emploi. Concernant le RSA jeune, moi je rejoins effectivement le fait qu'aujourd'hui, il y a des capacités de trouver de l'apprentissage, de la formation en alternance. Il y a beaucoup d'options qui sont offertes aux jeunes. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément le lien entre ces jeunes qui sont en recherche d'emploi sur des secteurs spécifiques ou qui peut-être ne connaissent pas les secteurs spécifiques sur lesquels ils peuvent se diriger. Et donc là, on a un rôle à jouer en tant que conseil départemental pour cela. Si je vous entends bien, M. Pertusa, j'ai demandé à Mme Le Gardeur son avis. Ça ne sert à rien, le RSA jeune. Il vaut mieux aiguiller les jeunes directement vers l'emploi et pourvoir déjà les emplois qui ne sont non pourvus. Alors, bien sûr, les jeunes doivent être aiguillés vers l'emploi. Pour ça, il faudrait peut-être ne pas supprimer les subventions aux missions locales, comme cela a été fait, ou baisser les aides de subvention aux structures d'insertion. Je pense qu'il faut bien sûr les aider. Mais en fait, il y a des étudiants qui ne sont pas boursiers ou qui sont en fin de bourse. Il y a des jeunes qui ne rentrent pas dans la garantie jeune. Et oui, nous voudrions, la Drôme en commun voudrait expérimenter un revenu de solidarité avec bien sûr un accompagnement, parce qu'il faut des gens pour accompagner ces jeunes vers l'emploi ou vers la formation. Un revenu de solidarité, c'est le trou dans la raquette 18 à 24 ans. Très rapidement, Madame Mouton, puisque Madame Le Gardeur vient de dire une chose intéressante, elle dit que vous avez supprimé des aides aux missions locales. Alors, il faut savoir ce que la loi veut, ce que la gauche prône, et dans la loi NOTRe, elle a réparti des compétences. Les missions locales, elles sont subventionnées à 40% par l'État, à 20% par les régions et 20% par les EPCI. Et les départements, 5%. Nous ne sommes pas retirés de ça. Jusqu'à présent, il y avait des subventions. Ce qu'ont demandé tous les financeurs, c'est de pouvoir financer des actions et non des subventions, parce qu'elles avaient toutes la même chose et on n'avait pas d'objectif derrière. Donc nous, aujourd'hui, l'objectif, dans nos subventions, et on continue à en donner, et ça se passe très bien avec les missions locales, c'est d'accompagner les jeunes dans un parcours personnalisé. On a des exemples très concrets avec Valrhona, graines de pâtissier, où on prend des jeunes. On a aussi à la cartoucherie à Bourg-les-Valences des formations dans l'animation. On a aussi le service militaire volontaire avec Ambrieux. Et tout ça, ça fonctionne bien. Madame Lafarge ? Ça fonctionne bien. Je ne sais pas ce que vous appelez bien fonctionner. Je ne sais pas, parce qu'on a un taux de pauvreté quand même pour les moins de 30 ans qui atteint 20% de la population. On a un taux de chômage pour les jeunes qui atteint 15% quand la moyenne oscille entre 8 et 10% dans le département. Je ne sais pas ce que vous appelez fonctionne bien. Moi, je n'ai pas le sentiment que ça fonctionne bien. Je veux dire, mais on sort d'une période où des jeunes ont eu faim, quoi. Les jeunes ont eu faim et on est en train de leur dire là aujourd'hui, eh bien il faut qu'ils rendent des comptes, il faut qu'ils s'insèrent, machin truc. Mais déjà qu'ils puissent se nourrir, ce serait une bonne chose. C'est la moindre des choses. Donc nous, évidemment qu'on milite pour le RSA et pas quelque chose de ponctuel, mais un revenu garanti pour ces jeunes de 18 à 25 ans qui sont, alors c'est un trou dans la raquette, et qui sont donc dans une espèce de no man's land, d'abandon social, comme une partie de la population dans ce département d'ailleurs. Alors, mais vous les avez réduits, les subventions aux missions locales. Vous les avez réduits. Donc, nous, on pense que le département, son rôle principal, mais ce n'est pas que nous qui le pensons, vous savez bien, son rôle principal, c'est la solidarité.
c'est l'action sanitaire et c'est l'action sociale. C'est ça son rôle principal, c'est pas d'être dans le jugement de valeur. Et donc, les questions de solidarité, aujourd'hui, elles se posent d'une manière tellement accrue, tellement forte. Quand on voit les files d'attente devant les restaurants du cœur ou devant le secours populaire, on voit bien qu'il y a un problème majeur de faim dans ce département. Donc, cette question-là, elle est centrale. Comme est centrale la question du soin et des problèmes de désertification médicale. Voilà, donc on a une population qui est en souffrance, une détresse, une réelle détresse, et face à ça, eh bien, nous préconisons comme mesure d'urgence, c'est-à-dire, pardon, juste pour finir. Rapidement. Comme mesure d'urgence, c'est une mesure d'urgence à prendre rapidement, que déjà, il y a ce RSA. Et évidemment, c'est pas suffisant. Madame, au-delà du RSA jeune qui pourrait exister un jour, il y a des aides sociales. Et ces aides sociales... Des ponctuelles, oui, ponctuelles. Des aides sociales, elles fonctionnent. Vous mettez en place un flicage social, bien sûr. Des aides ponctuelles. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de venir en secours aux étudiants du campus de Valence en prenant en charge le reste à charge de leur repas. Oui, parce qu'ils étaient dans une détresse importante. Mais des aides sociales, il y en a toute l'année. C'est un gros service. 60% du budget du département est consacré aux aides sociales. Mais notre rôle, ce n'est pas d'enfoncer les gens dans l'assistanat. Notre rôle, c'est de les faire sortir. Quand on aide les gens, on les enfonce. Et de les faire sortir et de leur faire retrouver d'argumentaire et de leur faire retrouver une certaine autonomie. Non. Je voudrais qu'on écoute un peu Madame Paulet, qu'on n'entend pas beaucoup. Pourquoi, selon vous, il y a ce seuil de pauvreté, cette pauvreté endémique dans ce département spécifiquement de la Drôme? Quel est le mal? Je pense que les salaires sont pas assez élevés. Puis il y a des catégories socioprofessionnelles il y a des gens qui travaillent pas à temps plein, qui travaillent à mi-temps, qui ont des petits salaires et qui fait que les rémunérations ne sont pas assez élevées. Donc automatiquement, quand vous avez un coût de la vie qui augmente et que votre salaire ne suit pas, c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc et vous souhaiteriez que, puisque vous avez entendu... oui, j'ai entendu, mais moi je ne suis pas pour le RSA pour les jeunes. Non. Moi, je veux que les jeunes retrouvent du travail. Mais moi aussi, madame. Moi, je veux qu'ils retrouvent du travail. Mais vous venez de le dire vous-même, ils sont déjà mal payés quand ils ont du travail. Mais c'est sûr, mais c'est la faute à qui? Mais c'est pas ma faute. Mais je pense. Mais c'est sûr qu'il y a une problématique de rémunération. Mais oui, il y a une problème. Mais je le dis, il y a un problème de rémunération. Après, c'est sûr qu'il faut mettre des choses en place. Il y a des gens qui partent à la retraite. Pourquoi on ne prendrait pas un jeune et qu'on l'accompagnerait? La personne qui partirait en retraite le formerait. Moi, je pense que ça peut être aussi du partage de compétences. Mais à un moment donné, on doit les tirer vers le haut. L'aide doit être ponctuelle. Je ne vais pas dire que c'est non, mais on ne peut pas... moi, je ne sais pas la moyenne d'une personne qui reste au RSA, mais pour moi, la personne, elle doit travailler. Oui. Mais il y a 15% de taux de chômage pour les jeunes de moins de 29 ans. Mais je le sais, mon fils est dans ce cas. C'est une injonction. Dans ce cas, ça fait un an qu'il cherche du travail. Un an. Il est menuisier. Pourtant, on peut dire que c'est un menuisier, il y a du travail. Mais les entreprises n'embauchent pas avec cette histoire de Covid, ne veulent pas prendre le risque d'embaucher quelqu'un. Donc alors, est-ce Mesdames, on les aide. Mesdames. Moi, il est à la maison et je l'aide. La famille. Mesdames, il faudrait que tout le monde puisse parler. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Monsieur Pertusa, vous vouliez intervenir. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de pauvreté. Le département de la Drôme est ainsi fait qu'il y a l'axe rhodanien, vous l'avez souligné, qui est un axe sur lequel s'implante la majeure partie des grosses industries. On le voit de Montélimar à Saint-Vallier, tout s'installe le long de l'autoroute pour des raisons pratiques, j'allais dire, d'implantation, de circulation. Et il reste, peut-être qu'on l'abordera tout à l'heure, mais la ruralité. Et je crois que la ruralité, vous l'avez signalé, les secteurs dans lesquels on a le plus de pauvreté, en tout cas les taux les plus importants, c'est dans la ruralité. C'est là qu'on a besoin d'imaginer notre avenir pour la ruralité ou l'avenir de la ruralité. C'est important parce qu'il va falloir qu'on détermine quelles activités, avec quels moyens, avec la fibre optique, parce que c'est important que les entreprises qui pourront s'installer sur ces secteurs-là aient tous les avantages qu'elles pourraient trouver sur le secteur rhodanien. Il y a
à savoir quelles populations vont arriver en ruralité. On se rend compte qu'il y a des mouvements importants de population et de personnes qui viennent s'installer, qui partent des villes pour aller s'installer en ruralité. Donc on a vraiment une vraie responsabilité aujourd'hui territoriale sur notre territoire de la Drôme pour arriver à imaginer ce que sera la ruralité sans en perdre son aspect agricole, accueillant, touristique, mais en tout cas en l'imaginant différemment parce que c'est un véritable enjeu. Et là, peut-être qu'on enlèvera de la pauvreté. On entend assez peu Hélène Le Gardeur, donc je vais vous poser la question. J'aurais votre réaction à ce que vient de dire M. Pertusa, justement, sur... On l'a évoqué un peu tout à l'heure, cette Drôme qui est vraiment très scindée en deux entre l'Est et l'Ouest, on va dire l'Ouest industriel et puis l'Est beaucoup plus rural. Alors moi, je dirais plutôt que la ruralité, je dirais plutôt qu'il y a des ruralités, parce que entre la ruralité périurbaine, ou d'ailleurs où la confrontation avec l'agriculture et les terres agricoles est compliquée, vous avez la ruralité très isolée dans le Haut-Diois ou dans certains endroits du sud de la Drôme. Vous avez la ruralité touristique et puis vous avez la ruralité, vous avez des bourgs-centres avec de l'innovation, avec un certain nombre d'entreprises. Donc en fait, c'est très compliqué de dire la ruralité. Comment le département peut agir si vous reveniez aux affaires, par exemple ? C'est sûr qu'il y a deux problèmes majeurs. La première question est la mobilité. Ça, de toute manière, est la mobilité, évidemment en relation avec la région, évidemment la mobilité de toutes ces personnes. Et au fur et à mesure qu'on supprime les services publics, au fur et à mesure, on a de plus en plus de problèmes de mobilité. Vous prenez par exemple la ville de Die, il y a eu la suppression du tribunal, et puis après, peut-être un jour la gendarmerie, et puis pourquoi pas le train. Et en fait, à un moment donné, et des services hospitaliers ou des services de spécialistes. Donc le problème majeur est de pouvoir aller quelque part, de se transporter. Et c'est vrai que par exemple, les centres médico-sociaux qui sont vraiment des lieux où vraiment tous les gens peuvent se retrouver, où les gens les plus précaires, puisqu'on parle de social, peuvent vraiment aller demander de l'aide, se faire aider à accéder à l'emploi. C'est vrai qu'il est dommage qu'il y ait des centres médico-sociaux qui est fermé. Et je pense que la première chose que nous ferons, c'est remettre les centres médico-sociaux au plus près, parce que c'est bien de parler de proximité, mais il faut la faire, donc au plus près des gens. Et les numéros verts, ce n'est pas forcément de l'humain. Donc oui, des centres médico-sociaux et les travailleurs sociaux dans les centres médico-sociaux et le personnel de la protection maternelle et infantile. Il n'y a pas assez de services publics, vous les voyez trop fermés dans les... proximité. Je veux dire que dans tous les candidats qui sont là, les seules équipes où les élus, les candidats sont issus du territoire, c'est la Drôme plus forte ensemble. Dans tous les autres, il y a du parachutage ici ou là. Donc la proximité, c'est d'abord des élus qui sont sur leur territoire. Deuxièmement, les CMS, on n'en a pas fermé. Nous avons même ouvert des points MDA, Maison départementale de l'autonomie, en partenariat avec les CCAS qui voulaient bien conventionner avec nous. Eh bien, les gens de votre majorité, madame, les ont refusés pour certains, pas tous, pour certains. Je trouve ça dommage parce que quand on pousse la porte d'un CCAS et qu'on a derrière quelqu'un du département pour vous renseigner sur vos dossiers de prestations d'aide à domicile, sur vos dossiers de prestations de handicap, de compensation du handicap, eh bien, je trouve regrettable que cette proximité, vous n'en ayez pas voulu. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, nous sommes déjà quasiment au terme de ce débat. Ah bah oui, Madame Lafarge, mais vous allez pouvoir conclure. Tout le monde, je vous assure, à parler à peu près autant. C'est le jeu. Malheureusement, on peut pas faire plus long. Il est temps donc de passer à vos conclusions. Vous avez chacun 45 secondes pour expliquer aux électeurs de la Drôme pourquoi ils doivent voter pour vous, pour vos binômes. Dimanche prochain, l'ordre de passage a été tiré au sort avant le début de cette émission. Et c'est vous, Madame Lisette Paulet, pour le Rassemblement national, qui commençait. Il est temps pour la Drôme de changer de cap. Ça fait 60 ans qu'un coup c'est la droite, un coup c'est la gauche. Voilà, ils se refilent le bébé ils se refilent le bébé en garde partagée. Donc moi j'aurais à cœur de défendre le territoire et les nôtres. C'est dans notre ADN, hein, c'est dans l'ADN du Rassemblement national. Donc moi j'invite les électeurs le 20 juin à mettre un bulletin Rassemblement national de façon à ce que cette petite flamme dans la Drôme brille encore plus forte. Voilà.
Ah ben vous avez fini, vous rendez 10 secondes. Très bien, Madame Paulet. Je ne les donne pas aux autres pour autant. La deuxième à s'exprimer et à conclure, c'est Madame Annie Lafarge pour la France Insoumise. Non, je précise, pardon, juste une dernière chose, que Madame Paulet, vous êtes candidate dans le canton de Valencin, c'est important de le rappeler, et de rappeler aussi qui sont vos binômes adversaires dans ce canton de Valence 1, où il y a 7 binômes au total. Voilà, c'est dit. Madame Lafarge, c'est à vous pour 45 secondes. Alors, tout le monde veut sortir du marasme. Nous disons que pour pouvoir sortir du marasme, il faut un vrai changement de politique et une bifurcation écologique. Alors, cette bifurcation écologique, elle part par des décisions, elle part de décisions qui sont claires. Par exemple, le moratoire sur les subventions qui ont été décidées sous la présidence de Madame Mouton. Sortir du marasme, c'est ne pas abandonner les 15% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, parce que si on laisse filer la misère, elle touchera de plus en plus de monde. Et sortir du marasme, c'est avoir des élus au service de la population et pas une population en garde à vous devant les décisions des élus, comme ce fut le cas pour certaines décisions qui ont été prises. Merci beaucoup. Merci Madame Lafarge de votre intervention. Je n'ai pas précisé qu'il fallait voter pour la liste Ensemble à gauche pour la Drôme. Bon allez, comme il vous restait 3 secondes, c'est bon, c'est fait. Voilà. Merci à vous. Madame Lafarge, je précise que vous êtes, quant à vous, présente dans le canton de Valence 3, où vous avez 2 binômes face à vous. 45 secondes de conclusion maintenant pour Marie-Pierre Mouton, les Républicains et présidente sortante. C'est à vous Madame Mouton. Il y a 6 ans, vous nous avez fait confiance de manière très concrète. Nous avons tenu tous nos engagements. Jamais le département n'avait autant investi pour ses habitants. Ensemble, nous avons fait face à la crise pour protéger, pour soutenir, pour vacciner. Et nous avons été solidaires de nos agriculteurs au plus fort des intempéries. Ce travail et la qualité de notre bilan font la force de notre projet aujourd'hui, demain, pour relever les défis de l'emploi, de la santé, de la sécurité et d'un environnement toujours plus préservé. Nous avons besoin d'un département fort, un département innovant, proche de ses communes et de ses habitants. C'est le sens de notre engagement pour garantir une qualité de vie en Drôme dès le premier tour. Nous avons besoin de vous pour construire une Drôme qui vous ressemble. Merci Madame Mouton pour cette conclusion. Et vous êtes quant à vous présente dans le canton de Tricastin. Vous avez face à vous 2 autres binômes qui apparaissent en ce moment à l'écran. 45 secondes de conclusion maintenant pour Madame Hélène Le Gardeur, qui représente l'Union de la gauche, mais qui est Europe Écologie Les Verts. 45 secondes. Alors c'est historique, cette union de la gauche et des écologistes. C'est 9 partis rassemblés autour d'un projet commun. Pour un déclic social, d'abord, plutôt que des caméras de vidéosurveillance, des éducateurs dans les rues, plutôt que des numéros verts déshumanisés, de la présence humaine partout, auprès des jeunes, auprès des anciens, dans les quartiers, surtout dans les territoires ruraux. Pour un déclic écologique, ensuite, la pandémie nous a montré comment il fallait prendre soin de notre nature, de notre environnement, de notre biodiversité, de notre ressource en eau. La droite au pouvoir s'est enfermée dans des schémas dépassé comme si le monde n'avait pas changé. Alors pour la Drôme d'après, votez dans les 19 cantons, la Drôme en commun, c'est le moment, c'est vous qui décidez. Merci, parfait, à la seconde près. Merci à vous, et vous êtes présente, Madame Le Gardeur, dans le canton de Valence 4, où il y a 4 binômes qui se présentent au suffrage des électeurs. Le mot de la fin, les 45 secondes de fin, ce sera pour vous, Monsieur Pertusa, pour La République En Marche. Très bien, alors pour le groupe Uni pour la Drôme, nous, ce que nous souhaitons, c'est fixer un cap lisible pour notre département, avec des élus présents, bien évidemment, au gouvernail. Je crois que c'est important que les élus reprennent leur place pour fixer les politiques et le cap choisi. Le seul objectif, c'est répondre, bien sûr, aux attentes des Drômoises et des Drômois, par notre proximité, notre disponibilité, notre pragmatisme. Et tout cela, loin des prises de position politicienne. Je crois que c'est important aujourd'hui d'avancer dans le consensus pour trouver des solutions efficaces. Ce qu'on souhaite aussi, c'est enrichir nos réflexions et nos actions par l'écoute, et c'est ce qui sera notre leitmotiv. Et puis simplement dire qu'en politique, le devoir de faire doit l'emporter sur le devoir de dire. Ce sera notre engagement. Merci beaucoup, Monsieur Pertusa. Je rappelle que vous êtes, quant à vous, candidat dans le canton de Valence 2, dont vous êtes d'ailleurs conseiller départemental sortant. Et il y a du monde dans ce canton de Valence 2, puisqu'il y a au total 6 binômes qui se présentent. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce moment démocratique toujours intéressant, qui est un débat, de vous être respecté et de vous être écouté. Rendez-vous dans les urnes désormais dimanche prochain.
On continue maintenant cette émission spéciale élection départementale en remontant vers le nord de la région, direction le Rhône. Et à ce moment, voici un message pour les électeurs qui vivent dans la métropole lyonnaise. Dimanche, vous ne voterez qu'une seule fois, uniquement pour les régionales, car vous ne faites plus partie du Rhône depuis 2015. C'est pour ça qu'on l'appelle le Nouveau Rhône, et c'est Lucie Berbet qui nous le présente.